BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil. Grand journal en direct de New York. Nous sommes toujours depuis les studios du Nasdaq à Times Square. On va s'intéresser à présent à une success story, celle de Productive.com, une société qui a été créée par un Français, Ilan Abehassera. Et Ilan est avec nous justement. Bonjour. Bonjour. Alors, société créée en 2008. En gros, Productive.com est un gestionnaire de tâches collaboratifs, une plateforme qui permet aux utilisateurs de mieux gérer leurs tâches, mieux communiquer, on peut utiliser dans tous les domaines, à titre personnel, à titre au bureau, à titre professionnel. L'accès au tableau de bord ne se fait pas forcément depuis l'interface web de Productive.com. C'est une sorte de produit professionnel, donc vous avez rendu un peu grand public, c'est bien ça? Exactement, en fait... C'est un business déjà compliqué, donc comment voilà, vous résumeriez? C'est un peu compliqué, effectivement, au début on s'est un peu... on m'a forcé à réfléchir et à être bien sûr que je voulais lancer ce type de business, parce que j'avais pas mal d'autres idées, plutôt dans le domaine grand public d'ailleurs, et j'ai décidé d'aller là-dessus parce que, en fait, je suis parti d'une remarque très simple. On gère tous des tâches au quotidien, on gère tous des to-do list, des projets, que ce soit seul ou en équipe, et... Finalement, on est très peu à utiliser des outils de gestion de tâches. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise son email, sa messagerie instantanée pour partager des tâches, mais ce ne sont pas des outils de productivité, ce sont des outils de communication. Ouais. Donc, j'envoie un email, je reçois une réponse, ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors, il y a des outils de gestion de tâches, mais ils sont très compliqués. C'est assez sophistiqué, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est un marché quand même qui est plutôt encombré. Oui, c'est un marché qui est très encombré, et c'est pour ça, justement, qu'il a fallu que je réfléchisse bien. Mais... Alors c'est quoi la différence? Alors la vraie différence, c'est que nous on a essayé en fait d'apporter une touche grand public à un produit qui est en général pour les entreprises est plutôt très compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est que déjà on a développé une interface qui ressemble un peu à Twitter, Facebook, Gmail. Donc ces outils qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Et ensuite la deuxième chose, on les a connectés à tous les outils, toutes les plateformes avec lesquelles on travaille. Donc que ce soit son iPhone, donc on a une application iPhone, BlackBerry, des plugins pour Outlook, donc on peut utiliser Productive depuis Outlook, et ça synchronise ses tâches d'Outlook avec Productive. Pareil pour Gmail, Google Calendar. Et finalement, aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine d'applications qui sont connectées à Productive et qui vous permettent de créer vos tâches d'un peu partout et de recevoir des notifications sur tous les outils que vous utilisez au quotidien. Et ça n'existait pas avant ? Pas sous cette forme. Non, c'est vraiment... Oui, il y a peut-être un ou deux concurrents proches, mais qui n'a jamais atteint de position de leader du marché. Alors donc vous il y avait des opportunités. En 2008, une idée, un lancement, et vous êtes tout de suite sacré par TechCrunch, qui est un peu ici le gourou, le site internet gourou des nouvelles techno, qui dit bah voilà, ça c'est la bonne idée, nous on a décidé que c'était la bonne idée. On ne peut pas rêver d'un meilleur lancement? Oui, effectivement, c'est vrai que quand on monte une start-up et qu'on connaît un peu les publications qui s'intéressent aux start-up, TechCrunch c'est un peu la Bible. Et effectivement, depuis le début, on avait été repérés. Entre-temps, maintenant, on a eu peut-être 4 ou 5 articles. Maintenant, on est partenaire de TechCrunch. On leur apporte de la technologie pour gérer leurs conférences 2 fois par an. Non, mais bon, il se trouve que voilà, ça aussi, c'est une belle anecdote. Mais oui, donc maintenant... Et comment ça marche alors finalement? C'est quoi le modèle économique de Productive.com? Alors, le modèle économique, on appelle ça en anglais du freemium. Donc il y a une grosse partie de gratuit. Un particulier ne va pas payer pour utiliser Productive et gérer ses tâches. Toutes les applications mobiles, etc. sont gratuites. Par contre, les entreprises, à partir du moment où on est 3 collaborateurs à utiliser Productive, là ça devient payant. Et en gros, ça va coûter 20, 30, 40 $ par mois. On a pas mal de forfaits. On a les plus grosses entreprises qui nous utilisent vont payer 200 $ par mois. C'est qui votre plus gros client aujourd'hui? On a pas mal de gros clients. Aux États-Unis, on a des boîtes comme CBS. En France, on a une grosse start-up aujourd'hui qui s'appelle Brainstonic. On en a pas mal d'autres, un peu dans tous les secteurs. Et vous gagnez votre vie aujourd'hui avec ce modèle économique? On gagne notre vie, on n'est pas encore à l'équilibre, mais on a commencé à générer des revenus il y a 3 mois et on est en très belle croissance. Alors vous êtes par ailleurs un fan de Twitter et je crois que vous avez trouvé un de vos investisseurs comme ça sur Twitter, vous avez posté un message et c'est aussi... C'est une anecdote, mais pour montrer aussi la façon dont, par exemple, vous faites toute votre com. Ce qui aujourd'hui permet le développement de boîtes comme vous, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous n'auriez pas eu les moyens de vous faire connaître sans les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. C'est aujourd'hui Twitter, Facebook, les blogs, ce qu'on appelle les social media, les réseaux sociaux. C'est indispensable à n'importe quelle start-up.
Mais pour ça, il faut avoir un bon produit, il faut arriver sur un marché intéressant. Et là, on a les moyens en fait de se faire connaître gratuitement. Ça, c'est la grosse différence avec Vous avez il y a posté quelques comme ça années. un tweet, Bing, en disant je recherche des investisseurs, vous prenez l'avion, vous allez à San Francisco, vous prenez un chèque et vous revenez dans le temps, c'est ça? C'est presque ça. En fait, je traquais quelques investisseurs connus sur Twitter et un qui s'appelle Aydin Senkut, qui est basé dans la Silicon Valley, qui est assez connu, mettait sur Twitter qu'il arrivait à New York et je lui ai envoyé un message public auquel il a répondu. On s'est vu le soir. Il a signé un contrat et il m'a donné le chèque le soir même. Alors justement, vous êtes à New York. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la côte Est et pas la Silicon Valley? Sincèrement, c'est pour des raisons personnelles. Ouais. Dans un Ah, ça premier n'a rien temps, à je voir, vais pas mentir. C'est pour des raisons personnelles. C'est honnête, au moins. Voilà. J'ai toujours été attiré par New York. 7 ans après mon arrivée, je suis toujours fasciné par Et vous êtes arrivé par comme Times Square. vendeur de chocolat Ouais. en porte-à-porte, c'est ça? J'étais prêt à tout faire. Honnêtement, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais juste envie de travailler ici. Et j'ai vendu du chocolat pour Michel Cluzel au C'est un porte-à-porte. chocolatier assez haut de gamme ici. Oui, exactement. C'est Donc comme à côté de ça, que parce que j'ai coupé Sabrina, c'est elle qui avait la question la plus intéressante. Malgré tout, au-delà du fait d'aimer New York, ici, ce qu'on sait peut-être pas toujours, il y a énormément d'argent pour financer les geeks comme vous et pour financer les startups comme vous. C'est-à-dire qu'il y a effectivement énormément de monde dans la Silicon Valley, mais de plus en plus ici à New York. Est-ce que c'est à peu près la situation? C'est en explosion. La scène tech à New York est en train de prendre une dimension, je pense que personne n'avait prévu. Grâce à l'arrivée de stars de la Silicon Valley qui ont décidé de monter leur prochaine grosse start-up depuis New York. Et donc, ils ont attiré les talents de la vallée. La vallée, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et donc, pour un ingénieur qui est jeune, qui a 25-30 ans, qui est talentueux, il y en a beaucoup qui préfèrent vivre à New York. Et donc, il y avait l'argent, il y avait les talents. Et ça a créé aujourd'hui une scène qui est fantastique. Et effectivement, vous il y a avez toujours levé eu un beaucoup peu plus d'argent. d'1 million de dollars depuis Tout à que fait. vous êtes lancé en 2008, c'est ça? Exactement. Auprès d'une multitude d'investisseurs. Au début, c'était des Internationaux, particuliers, ouais. exactement, des business angels français, américains. Et puis, depuis un an, on est financé par un fonds d'investissement américain. Donc un fonds d'investissement avec un développement. Je crois que vous êtes aussi présent, parce que finalement c'est un peu le Linux aussi de ce genre de plateforme. Vous êtes aujourd'hui en développement Japon et Russie. Entre autres. Disons qu'on n'a pas de force de vente locale, mais on a de l'attraction dans Mais il y ces a Twitter. pays-là. Donc, et il y a Voilà, Twitter. exactement. Twitter, il y a les le blogs. produit est disponible en plusieurs langues ou c'est anglais uniquement? Depuis quelques semaines, maintenant, on est en espagnol, en portugais et en allemand. Et là, on lance en japonais et en français. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est traduit par nos utilisateurs. D'accord. Donc, Vous avez attendu quand même un moment crowdsourcing. pour lancer en français? Oui, on a attendu un moment. En fait, c'est pas notre plus gros marché à l'étranger, D'accord. paradoxalement. Bah, peut-être que là, après être passé sur BFM Business, le Jamais, leader de l'économie en France, peut-être que vous allez pouvoir obtenir un gros développement. En tout cas, merci d'être passé vous aussi par les studios du Grand Journal ici à New York. C'était Ilan Abeacera, donc le patron et fondateur de Productive.com. Vous restez avec nous, allez, on est encore ensemble pour une petite demi-heure ici dans ce Grand Journal en direct de New York.